Bienvenue dans la 7e vidéo sur la chaîne Économétrie pas à pas. Dans cette vidéo, nous allons commencer à aborder les notions de tests statistiques. Alors, étant donné que en fait, les tests statistiques sont un sujet très vaste, pour réaliser des vidéos de durée raisonnable, je vais choisir de présenter la notion de test statistique en 3 vidéos différentes. Dans cette première vidéo, en fait, je vais vous présenter les grandes généralités théoriques sur les tests d'hypothèses statistiques en général. Dans une deuxième vidéo, je vais vous présenter la démarche générale de mise en œuvre pratique d'un test statistique. Et dans la vidéo d'après, la troisième, nous passerons en revue quelques exercices pratiques voilà, afin de montrer très concrètement comment se déroule un test statistique. Ici, comme j'ai indiqué, on va commencer par les généralités. Notamment, le premier point a rapport avec la formulation d'une hypothèse statistique. La première question qu'on se pose d'abord, c'est qu'est-ce qu'un test statistique? Voilà. Pour commencer à répondre à cette question, soit on considère, soit θ chapeau en fait, la valeur estimée d'un paramètre statistique quelconque. Voilà, on considère un paramètre statistique quelconque, n'importe, ça peut être la moyenne, la variance, tout paramètre statistique qu'on peut estimer et qu'on appelle θ par exemple, qu'on note θ, et on note θ chapeau, la valeur estimée de ce paramètre statistique quelconque. Voilà, on commence par ça. Et ensuite, on note par θ0 une valeur hypothétique proposée pour ce paramètre. Encore une fois, on est en train de formaliser le cadre. On considère un paramètre quelconque statistique θ, tout paramètre estimable, en fait, à partir de l'échantillon. Et donc, on note θ. Et la valeur estimée, on va le noter symboliquement θ chapeau. Le chapeau, c'est le symbole en économétrie, en statistique, c'est généralement le symbole d'une valeur estimée. Et θ0, c'est une valeur fixée, une valeur qu'on a choisie comme ça, voilà, hypothétiquement, voilà, qu'on a fixée. Voilà, donc ces deux paramètres étant définis, on va définir justement ce que c'est qu'un test statistique. Donc, concrètement, un test statistique consiste en fait à énoncer une assertion à propos de la valeur de θ chapeau et voilà, faire une proposition, une assertion c'est une affirmation, donc consiste en fait à faire une affirmation à propos de la valeur de θ chapeau par rapport à la valeur de θ0. C'est tout simplement ça la définition de manière générale. Ensuite, on va mobiliser les outils statistiques pour valider ou invalider cette assertion. Tout simplement, je vais vous formuler un cas très pratique tout à l'heure, mais généralement, qu'est-ce qu'un test statistique? C'est énoncer une affirmation à propos de la valeur de θ chapeau par rapport à θ0, ensuite à mobiliser les outils statistiques pour valider ou invalider cette assertion. C'est ça la définition d'un test statistique de manière terre à terre. Maintenant, voici par exemple une assertion. Voilà, je dis par exemple, le poids moyen des bébés à la naissance est égal à 3,35 kg. Voilà, ça c'est une affirmation, une assertion. Voilà, dans cette assertion, le poids moyen correspond à ce qu'on appelle en fait θ chapeau. C'est la valeur estimée. Et le poids moyen, ça peut être le poids médian, etc., etc. Donc, mais ici, dans cette assertion, le poids moyen représente θ chapeau. C'est la valeur estimée. Maintenant, 3,35 correspond à θ0. C'est la valeur hypothétique qu'on a choisie. Donc, quand je disais tout à l'heure qu'un test statistique consiste à formuler une assertion par rapport une assertion sur la valeur de θ chapeau par rapport à θ0, c'est exactement ce qu'on a fait dans cette assertion. Le poids moyen des bébés à la naissance est égal à 3,35. J'ai fait une affirmation
de la valeur, comment on appelle, de la valeur de θ chapeau par rapport à θ0. Je ne sais pas si on est d'accord sur ce principe-là qui permet de fixer le cadre d'un test statistique standard. Maintenant, une fois que on a fait la distinction dans cette assertion entre θ chapeau et θ0, donc tester maintenant, tester cette assertion ou cette affirmation consiste tout simplement à valider ou à invalider cette affirmation. C'est ça le but d'un test. Je fais une affirmation statistique et je sais ensuite, je mobilise les outils statistiques pour valider ou invalider l'assertion qu'on a fait. Maintenant, l'hypothèse ou l'assertion que je viens de formuler par rapport au poids moyen des bébés à la naissance, à la fin de mon test, je dois pouvoir dire oui, le poids moyen des bébés à la naissance est égal à 3,35 ou non, le poids moyen des bébés à la naissance n'est pas égal à 3,35. Donc, à ce moment, je suis dans la décision. Le but d'un test, c'est vraiment de décider soit pour valider ou invalider une assertion. Donc, l'assertion proposée généralement au départ est appelée hypothèse statistique. Donc, en gros, pour résumer, quand je parle d'hypothèse statistique, je parle d'une affirmation dont la réponse peut, en fin de compte, peut être concrètement oui ou non à la fin. Voilà. Donc, voici par exemple quelques exemples de formulation d'hypothèse. Je prends un premier cas. Je dis θ chapeau est égal à θ0. C'est le premier cas que je viens de dire. Le poids moyen des bébés à la naissance est égal à 3,35. Je suis dans ce cas de scénario de test, de formulation d'hypothèse. Voilà, ça c'est un premier cas de formulation d'hypothèse. Je peux encore avoir une autre formulation d'hypothèse. θ chapeau est supérieur à θ0. Je pouvais formuler mon assertion comme ça également. Ou encore, θ chapeau est inférieur à θ0. Encore une autre formulation, etc. Je peux avoir tant de formulations. Je peux dire par exemple θ chapeau est supérieur ou égal, ou θ chapeau est inférieur ou égal. Tout dépend en fait de l'affirmation. Je n'ai pas de limite par rapport à l'affirmation que je peux faire au départ. Voilà. Mais je mets toujours en rapport θ chapeau et θ0. Encore une fois, θ chapeau, c'est la valeur estimée. Cette valeur estimée, c'est généralement quelque chose qu'on estime à partir d'un échantillon. Donc, on suppose qu'on a déjà fait une estimation, on a déjà calculé θ chapeau. Généralement, tu fais une enquête générale et tu fais une enquête, par exemple, sur les notes des étudiants en mathématiques. Et ensuite, quand on calcule la moyenne, sur 20 étudiants, donc on a la moyenne M chapeau, on va noter θ chapeau égale à temps. Maintenant, on va se dire, est-ce que la moyenne des étudiants de cette classe est égale à 14? Donc, mon θ chapeau, c'est ce que j'ai calculé. Peut-être que moi, j'ai calculé ma moyenne sur 20 étudiants. J'ai trouvé 13,5. Mais je me dis, est-ce qu'en vrai, la moyenne des étudiants de cette classe, est-ce que je peux considérer que c'est égal à 14? Donc, je mets en rapport ce que j'ai estimé avec ce que j'ai supposé. Maintenant, après, je vais mobiliser les outils statistiques pour valider ou invalider ce que je pense réellement de l'affirmation que j'ai faite. Je ne sais pas si on est d'accord sur ce principe de test statistique. Donc, je n'ai pas de limite par rapport à la formulation que je vais faire. Ça peut être supérieur ou égal, etc., etc. Donc, si on reprend par exemple l'hypothèse de départ, l'affirmation de départ, quand je parle d'hypothèse ou d'affirmation ou d'assertion, je parle de la même chose. Donc, le poids moyen des bébés à la naissance est égal à 3,35 kg. Voilà, dans cette hypothèse, on va décomposer la valeur de test choisie, encore une fois, c'est θ0 est égal à 3,35. Là, je pense qu'on est d'accord sur ce principe. Vous avez compris voilà. Il faut distinguer la valeur estimée de la valeur proposée, la valeur supposée. Ici, θ0 est égal à 3,35. Et voilà. Donc là, l'hypothèse de test, en fait. Donc, je vais formuler... si je veux formuler justement mon assertion sous forme d'hypothèse de test par rapport aux différents scénarios que je viens de proposer, je serai dans ce cadre-là, c'est-à-dire θ chapeau
est égal à 3,35. Voilà. Donc, une hypothèse, voilà, généralement, il faut encore un point, c'est qu'un test d'hypothèse statistique n'est pas formulé sous forme d'une hypothèse unique, mais on la formule sous forme de deux hypothèses alternatives. C'est pourquoi, généralement, dans les tests, un test est toujours constitué de deux hypothèses. Une hypothèse qu'on appelle l'hypothèse de base et qu'on note généralement H0, pardon. Donc, l'hypothèse de base, c'est l'affirmation de base. Voilà. Et une hypothèse alternative, c'est l'hypothèse notée H1. Pourquoi l'hypothèse H1? Parce que je peux me limiter à dire le poids moyen des bébés à la naissance est égal à 3,35 kg. Voilà, j'ai fait une affirmation de base. Mais si jamais ce n'est pas le cas, si jamais le poids moyen des bébés à la naissance n'est pas égal à 3,35, quelle autre alternative je dois choisir? Donc, j'ai le choix en disant le poids moyen des bébés à la naissance est différent de 3,35, c'est une alternative. Ou bien je peux dire le poids moyen des bébés à la naissance est inférieur à 3,35. Ça, c'est encore une autre alternative. Ou encore, le poids moyen des bébés à la naissance est supérieur à 3,35. Donc, c'est pour ça que la formulation des hypothèses de test, c'est toujours une hypothèse de base notée H0 et une hypothèse alternative notée H1. Donc, voilà. Et c'est ce qui peut apparaître ici, justement, ce que dans le cas du poids moyen des bébés à la naissance est égal à 3,35, je vais poser que H0 est égal, donc θ0 égale 3,35 et H1, θ0 est différent de 3,35. C'est un choix d'hypothèse alternative que j'ai fait également ici. Donc, je suis vraiment autonome par rapport à la construction de mon hypothèse. Quelqu'un d'autre aurait pu prendre l'hypothèse H1 inférieure à 3,35 ou supérieure. Donc, c'est moi qui définis le cadre en fonction justement des objectifs de l'étude. C'est moi qui formule l'hypothèse H0 et H1. Donc, j'ai la décision par rapport à ça. Donc, il faut juste noter c'est pour ça il n'y a pas qu'une seule formulation de l'hypothèse H1. Voilà, on pouvait choisir H1 θ chapeau supérieur, voilà, et θ chapeau inférieur à 3,35. Donc ici, lorsqu'on va on va donner tous les détails effectivement. Donc, ici, nous sommes dans le cas, lorsque on a posé ici que θ chapeau est différent de 3,35, on est dans le cas qu'on appelle test bilatéral. Bilatéral dans le sens où je n'ai pas choisi, donc quand je dis différent, ça veut dire que θ chapeau peut être inférieur, donc à gauche de 335, ou ça peut être supérieur, donc à droite de 335 sur une gradation. Une graduation justement sur une échelle, si c'est différent, ça va être à gauche, ça peut être à droite. Donc on appelle cela test bilatéral, des deux côtés. Donc si θ chapeau, l'hypothèse H0 égale 3,35, si cette hypothèse n'est pas vraie, ça veut dire que alternativement, je me laisse la possibilité que θ chapeau soit à gauche de 330. Donc c'est un test plus ouvert quand on parle de test bilatéral. Mais je pouvais aussi fermer H1, et c'est-à-dire en mettant plus restreindre l'espace en fait en disant H0 θ chapeau égale 3,35 contre l'hypothèse alternative θ chapeau est inférieur à 3,35. Là j'ai encore fermé un peu la graduation, et quand c'est inférieur, on appelle ça test unilatéral à gauche. Et si j'avais choisi H1 θ chapeau supérieur à 3,35, on serait dans le cas qu'on appelle test unilatéral à droite. Donc, on va avoir trois principaux types de tests, en fait, nature de test. Donc, on a un test bilatéral. Quand l'hypothèse H1, c'est différent, en fait, on utilise le signe différent. Quand c'est inférieur, on dit que c'est un test bilatéral, un test unilatéral à gauche. Et lorsque c'est supérieur, on dit que c'est un test unilatéral à droite. Voilà. Donc, voici par exemple quelques autres combinaisons, hein, voilà, d'autres formulations. Ici, H1 inférieur
inférieur à 3,35, donc unilatéral à gauche, et supérieur à 3,35 unilatéral à droite. Voilà, donc là, on va prendre quelques combinaisons, justement, quelques combinaisons de H0 et H1. Comme on vient de voir, ça c'est une première combinaison, c'est le cas classique. Le test unilatéral, le test bilatéral, en fait, c'est H0, θ chapeau égale θ0. On revient maintenant dans le cadre général. On est sorti un peu de l'exemple de poids des bébés à la naissance égale 3,35. On va généraliser à n'importe quel cas. Donc, θ chapeau égale θ0 contre H1, θ chapeau est différent de θ0. Ça, c'est un premier cas de formulation d'hypothèse H0 et H1. Je peux aussi avoir un deuxième cas. Donc, ici, θ chapeau égale θ0 contre θ chapeau supérieur à θ0. Ici, on est dans le cas d'un test unilatéral à droite. Et un troisième cas, c'est un test unilatéral à gauche. Voilà, etc., etc. Maintenant, donc là, dans le reste, justement, dans le reste de la vidéo, nous allons plus nous focaliser sur le cas du test bilatéral, même si, voilà, on verra plus loin ou dans les prochaines vidéos également comment on déroule un test unilatéral. Une fois qu'on a compris le principe du test bilatéral, le test unilatéral est assez simple également parce que, voilà, la mécanique reste la même, c'est l'interprétation au moment de la constitution des outils. Maintenant qu'il y a quelques petits changements qu'on va voir bien en détail, mais là on va commencer par le test bilatéral qui est le format standard de test. Voilà, donc je prends ce cas, on revient à ce cas justement, H0 θ chapeau égale θ0 et H1 θ chapeau est différent de θ0. Encore une fois, θ chapeau c'est la valeur estimée du paramètre statistique quelconque et θ0 θ chapeau, encore, donc, θ chapeau, c'est la valeur estimée, et θ0, c'est la valeur hypothétique qu'on a choisie, en théorie. Voilà. Donc, voilà. Et là, si, ce qui est important aussi à savoir, c'est que, ici, un instant. Voilà, donc maintenant, une fois qu'on a formulé le test d'hypothèse sous forme bilatérale, il y a le cas où on peut rejeter H0. Donc voilà, on a fait une affirmation, à l'issue du test, on a rejeté H0. Donc ça veut dire que, comme je l'ai dit, la valeur de θ chapeau peut être inférieure à θ0 ou supérieure à θ0, comme le montre par exemple cette graduation. Voilà, une fois qu'on a rejeté, si c'est égal à θ0, donc on est au milieu de la pile, donc ça tombe pile, donc voilà, on ne rejette pas. Mais dès qu'on a rejeté H0, bah, soit qu'on est à gauche de θ0 ou qu'on est à droite. Donc, comme je disais tout à l'heure, les possibilités où se trouve θ chapeau sont plus grandes, mais c'est un test qui donne plus de flexibilité, le test bilatéral. En général, ce qui nous intéresse en fait, c'est vraiment le H0. On veut vraiment savoir, par exemple, est-ce que le poids moyen des bébés à la naissance est égal à 3,30. On s'occupe plus de savoir est-ce que c'est inférieur ou supérieur. Ça c'est lorsqu'on veut aller plus loin dans les investigations, mais là, dans le test bilatéral, ce qui nous intéresse réellement, c'est vraiment de rejeter ou ne pas rejeter H0. C'est important à noter. Donc, c'est un test moins restrictif, j'allais dire. Voilà. Maintenant, si je fais le parallèle avec le test unilatéral à droite, voilà, où on peut formuler des hypothèses sous cette forme, justement, bah, sur la graduation, en cas de rejet de H0, bah, nécessairement, θ chapeau doit se trouver à droite de θ0. Voilà, donc la construction du test sera un peu différente, mais θ chapeau ne peut pas se trouver
à gauche dans un test unilatéral à droite. Par contre, s'il s'agit d'un test unilatéral à gauche, où les hypothèses se formulent comme ceci, voilà, en cas de rejet de H0, ben, θ chapeau doit être à gauche. Voilà, tout ça c'est schématique comme ça pour montrer vraiment la mécanique de construction, etc., etc. Mais nous allons crescendo, pas à pas, comme indique le nom de la chaîne, pour comprendre un peu tous les rouages de la construction de tests, etc., etc. Voilà. Donc maintenant, quel est l'objectif du test en fait? J'en avais un peu évoqué au départ en fait, mais quand on réalise un test, on vise un objectif bien précis. Voilà, donc la question qu'on se pose d'abord, c'est la question qu'on aurait dû se poser d'abord avant de présenter les trois natures de test en fait. C'est de savoir quel est le but visé par un test en fait. Donc la réponse en fait c'est de rejeter H0. Le but d'un test, en fait, c'est ce que je disais. H1, c'est juste c'est fixer le cadre, mais l'objectif d'un test, c'est vraiment de rejeter H0. Aussi étonnant que ça puisse paraître, lorsqu'on a fait une affirmation, mettre en œuvre les outils statistiques, on cherche d'abord à rejeter H0. Mais lorsqu'on n'arrive pas à rejeter H0, voilà, on peut maintenant considérer que l'affirmation qu'on a faite est valide jusque-là scientifiquement. Donc la démarche est un peu différente. J'ai une hypothèse, je ne cherche pas à dire non, je vais chercher à montrer que cette hypothèse est vraie. Non, c'est pas ça la démarche. La démarche, c'est de dire ok, je vais formuler cette affirmation, je vais essayer de rejeter cette affirmation. Mais si les outils statistiques me disent que effectivement tu peux rejeter cette hypothèse, alors je dirais que mon hypothèse n'est pas valable. Mais si je n'arrive pas à rejeter, par déduction, je considère que mon affirmation est valable jusqu'à preuve de contraire. J'espère qu'on est d'accord sur ce principe. Donc, l'objectif du test, c'est de rejeter H0, c'est-à-dire invalider H0. Donc, et prouver que H0 est fausse. Voilà. Donc, c'est bien... voilà. Donc c'est à ce niveau en fait il y a une petite nuance quand même à faire concernant le rejet ou le non rejet de H0. La conclusion du test doit toujours se limiter à rejeter ou ne pas rejeter H0. Mais jamais H1 ne rentre en ligne de compte. En fait, on ne dit jamais j'accepte H1 ou je rejette H1. H1, encore une fois, est là pour fixer le cadre. Donc, la décision porte sur H0. Voilà. Et donc, pas sur H1. Donc, on ne peut pas dire qu'on valide H1, en fait. Par exemple, quand je dis le poids moyen des bébés à la naissance est égal à 3,35, je peux rejeter cette hypothèse. Et si l'hypothèse alternative était que le poids moyen des bébés à la naissance est inférieur à 3,35, je ne dis pas, une fois que j'ai rejeté H0, je dis H1 valide. Non, je dis je rejette H0. Donc, je peux supposer que jusqu'à preuve de contraire, l'affirmation que j'ai faite, le poids moyen des bébés à la naissance égale 3,35 est fausse. Mais dire que le poids moyen des bébés à la naissance est inférieur à 3,35 et l'affirmer pour dire je valide H1 n'est pas statistiquement viable. C'est pour ça qu'il faut se focaliser sur H0 en toute rigueur. Hein. Mais bon, dans la pratique courante, effectivement, on veut aller très vite et puis quand on rejette H0, bah, à ce moment, directement, on dit que H1 est vrai. Mais le principe de rigueur nous recommande de ne focaliser que sur H0. À présent, nous allons entrer en fait un peu plus en détail sur d'autres notions en fait. Donc j'ai parlé de ces nuances en fait. Une fois qu'on a ce que je viens de dire, c'est concernant la construction des hypothèses de test. Comment construire, formuler une hypothèse, comment construire les différents composants des hypothèses. Maintenant, on va parler toujours dans les notions relatives aux généralités. On va parler d'erreur, de seuil de confiance et de puissance de test. C'est trois nouvelles notions qu'on rajoute à la formulation des hypothèses de test. Voilà. Commençons par les erreurs en fait de test. On distingue deux types d'erreurs en fait
dans un test, en fait, on peut commettre des erreurs, en fait. C'est, voilà, qui teste fait des erreurs. Et il faut prendre conscience de ces erreurs et éventuellement se prémunir. Le premier type d'erreur qu'on peut faire lorsqu'on fait un test, c'est de rejeter H0 alors que H0 est vrai. Je ne sais pas si vous êtes d'accord sur ce principe-là. Moi, en théorie, dans la vraie vie, voilà, nous, par exemple, admettons qu'on a un métaconnaisseur qui connaît H0, qui sait que H0 est vrai, mais nous, quand on a déroulé notre test, on trouve que H0 est fausse, donc on l'a rejeté, mais alors que dans la réalité, H0 est vrai. Ça, c'est le premier type d'erreur. On appelle ça erreur de première espèce. Donc, rejeter H0 alors que H0 est vrai. Premier type d'erreur. Encore appelé erreur de première espèce. Maintenant, il y a un second, une deuxième catégorie d'erreur. C'est ne pas rejeter H0 alors que H0 est fausse. C'est-à-dire que vous allez considérer que effectivement H0 est valide alors que dans la réalité, elle est fausse. Donc, vous faites face à un deuxième type d'erreur qu'on appelle erreur de deuxième espèce et qui est notée cette fois bêta. Donc, erreur de première espèce, c'est alpha. Erreur de deuxième espèce, c'est bêta. Et on verra tout à l'heure l'utilité de ces deux erreurs. C'est pour ça, quand on déroule un test, on se fixe d'abord le seuil d'erreur maximum, l'erreur qu'on est tolérable. Vous allez entendre, par exemple, je fixe un seuil d'erreur de 5%. Donc, je me permets de me fixer un seuil d'erreur de 5%, 5% de risque de me tromper, donc 95% de risque de ne pas me tromper. Ça, c'est en économie, en économétrie, etc., dans les sciences sociales. Par exemple, en médecine, dans la chirurgie, par exemple, vous allez baisser, par exemple, ce taux d'erreur, par exemple, à 1%, ou même à moins de 1%. Donc, ça dépend du domaine dans lequel vous êtes, en fait. Plus l'erreur est tolérable, vous allez fixer le seuil d'erreur à un niveau élevé parce que la valeur de alpha et de bêta joue dans les calculs statistiques qu'on va voir plus tard. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que une fois que vous avez formulé votre affirmation, vous avez donc votre assertion et vous avez formulé votre hypothèse H0 et H1, la seconde étape de votre démarche, ce serait de se donner l'erreur maximum tolérable, donc alpha ou bêta. On verra tout à l'heure que c'est alpha qu'on utilise le plus généralement, mais bêta aussi peut être utilisé, mais dans un contexte différent. Donc, reconnaissez bien les deux types d'erreurs. Prenez bien conscience des deux types d'erreurs que vous avez lorsque vous effectuez un test d'hypothèse statistique. Vous allez rejeter H0 alors que H0 est vrai, c'est dommage, ou ne pas rejeter H0 alors que H0 est faux, c'est encore dommage. Donc, deux types d'erreurs à prendre en compte. Voilà. Maintenant, pour résumer en fait ces deux types d'erreurs dans un tableau, parce que généralement on le résume dans un tableau en fait, hein, vous considérez ce tableau H0, vous commencez par en colonne en fait, H0 est vrai, H0 est fausse. Maintenant, en ligne, vous rejetez H0 ou ne pas rejeter H0. Vous faites la combinaison en fait, H0 vrai, H0 fausse, et rejeter, ne pas rejeter. Et où se trouve par exemple le premier type d'erreur? Rejeter H0 alors que H0 est vrai. On est dans la première cellule. Donc, vous mettez ici alpha. Donc, alpha se trouve au croisement entre rejeter H0 et H0 est vrai. Et maintenant, le deuxième, dans la pratique, alpha, c'est le seuil d'erreur, c'est ce que je viens de dire tout à l'heure, c'est alpha égale 0,5, 1%, etc., etc. Et donc, comme si alpha est égal est le seuil d'erreur, donc 1 moins alpha sera automatiquement ne pas rejeter H0 alors que H0 est vrai. Ça veut dire que vous êtes dans la zone de confiance. Donc c'est pour ça 1 moins alpha, c'est le seuil de confiance. C'est-à-dire, si alpha est égal à 5%, alors vous avez 1 moins 5%, ça fait 95%. Donc vous avez 95% de ne pas rejeter H0 alors que H0 est vrai. Donc vous avez 95% de ne pas vous tromper. Voilà, c'est pour ça alpha et M- alpha sont hyper importantes dans le cadre d'un test. Voilà, si alpha égale à 1%,
Ça veut dire que vous avez un seuil de confiance de 99% et vous tolérez moins les erreurs. En intervention chirurgicale, par exemple, voilà, 5% pour dire que vous êtes chirurgien et on vous dit que vous dites que dans les opérations, 5% de mes patients, je me trompe sur 5% de mes patients, c'est pas très rassurant. Donc, il faudrait que les techniques que vous mettez en œuvre, vous baissez ce seuil d'erreur, par exemple, à moins de 1%. Là, ça devient de la crédibilité et vous avez un moins, par exemple, un moins 0,01%, c'est 0,01 en fait. Hein. Donc, 1 moins 0,01, ça fait 0,99% que votre technique, votre test marche en fait. Maintenant, s'agissant maintenant de parler, donc je disais 1 moins alpha, c'est le seuil de confiance. Et concernant l'erreur de deuxième espèce, c'était ne pas rejeter H0 alors que H0 est fausse, de bêta. Donc, quand on reprend le tableau, donc bêta va se trouver dans la quatrième cellule, au croisement entre ne pas rejeter H0 alors que H0 est fausse. C'est encore une deuxième façon de se tromper. Et la différence entre 1 moins alpha, voilà, je vais aller un peu plus vite ici. Donc, on a 1 moins alpha qui constitue le seuil de confiance, mais 1 moins bêta, ça s'appelle la puissance du test. Donc, quand vous entendez parler puissance du test, c'est 1 moins bêta. Bêta, c'est l'erreur de deuxième espèce. 1 moins bêta, c'est la puissance du test. En pratique, comme alpha est fixé généralement à 5% en économétrie dans la science sociale, bêta est généralement fixé à 20% aussi. Donc, si bêta est égal à 20%, donc 1 moins bêta est égal à 80%. Donc, si vous faites la combinaison de l'ensemble de ces informations, donc alpha, c'est généralement 5%, donc 1 moins alpha, c'est 95% de confiance, et bêta égale 0,2, c'est-à-dire 20%, et 1 moins bêta, la puissance du test, est égale à 80%. Si vous êtes dans ce cadre-là, vous êtes dans un bon cadre de test statistique, mais ça peut changer en fonction des spécificités des domaines. Voilà. Donc là, juste un instant. Voilà. Donc continuons en fait. Donc voici un résumé en fait le tableau. Que je ne sais pas si vous avez voilà, des questions par rapport à ça, mais n'hésitez pas à mettre vos questions en commentaire de la vidéo, comme ça on essaierait d'y répondre plus tard. Voilà, donc je reviens justement sur... je sais, voilà. Je crois que c'est ce qu'on pouvait dire en fait sur le cadre des tests. En résumé, en fait, si je reviens juste là, en résumé, vous avez besoin pour l'ensemble des généralités sur les tests d'hypothèse, hein, vous avez besoin d'abord de formuler une assertion qui fait votre hypothèse, et vous avez besoin de définir H0 qui est votre hypothèse de base et votre hypothèse alternative suivant les formulations qu'on vient de faire. Ensuite, vous avez besoin de fixer le seuil d'erreur alpha. On verra par exemple plus tard en fait. Hein. Donc voilà, comment fixer alpha, comment choisir alpha, mais en règle générale, on choisit alpha égale à 0,05, c'est-à-dire 5%. C'est assez standard en fait, et ça veut dire automatiquement, 1 moins alpha, c'est votre seuil de confiance, et vous allez fixer aussi le seuil de l'erreur de deuxième espèce qui est égale à 0,20 généralement, donc la puissance de test est égale à 0,80. Ce sont les différents éléments en fait, dans le cadre de la construction de votre hypothèse de test, que vous avez besoin, en fait. Donc, ce qu'on va essayer de faire dans cette vidéo, je pense qu'il est mieux qu'on s'arrête là aujourd'hui pour ne pas que la vidéo soit trop longue. Et dans une prochaine vidéo, je vais vous présenter, étant donné le cadre du test, en fait, hein, étant donné le cadre de test, les hypothèses sont déjà définies, l'hypothèse de base H0 et l'hypothèse alternative H1 définies. Comment mettre en œuvre maintenant la démarche générale de test. Donc je vais essayer de vous présenter ça dans la prochaine vidéo. Donc à bientôt pour la prochaine vidéo.